Bonsoir, bienvenue à tous les participants. Particulièrement aujourd'hui, bienvenue à nos frères palestiniens et jordaniens présents. Particulièrement, salutations fraternelles au professeur Saïd Sarahnah, président de l'Association des gynécologues palestiniens. D'ailleurs, notre société scientifique espère une étroite collaboration avec nos frères palestiniens et jordaniens. Il faut savoir qu'en fait, nos relations sont anciennes, ne serait-ce qu'un certain nombre ont fait leurs études de médecine, de gynécologie obstétrique en Algérie. Donc, même si la distance nous a séparés, ils sont toujours restés dans nos cœurs. Et c'est cette fois-ci l'occasion de se rapprocher à nouveau. Donc, l'Association des gynécologues chrétiens libéraux est heureuse de s'associer au laboratoire Beit Jala et avec à sa tête le docteur Angel Zaboura, DG de Beit Jala Palestine, pour ce webinaire d'actualité en gynécologie. Donc, par ces temps de confinement à cause du Covid-19, cette sale maladie avec laquelle, jusqu'à preuve du contraire, il va falloir apprendre à vivre. Je suis ravi d'avoir nouveau parmi nous, côté du docteur Farid Benaïbouch, notre ami, que dis-je, mon ami de plus de 40 ans, le docteur Arab Boudrich. Collègues de Jordanie et de Palestine sont anglophones, je vais faire un petit message en anglais, si vous permettez, M. Boudrich. Donc, we are proud in Algeria to have our colleague connected in this webinar, and we are proud to share our knowledge with Palestinian and Jordan doctors. And I'm sorry, we are talking in French, but you can ask your question in English, and we will try to answer. We will try to answer. Voilà. Thank you for your participation. Monsieur Boudrich. Merci mes chers amis, bienvenue bien sûr à tous nos collègues praticiens qui, au-delà de ce Covid, restent quand même très attachés à leur profession et sont présents. C'est bien, comme disait mon ami Abdelnour, de continuer à travailler parce qu'on risque de continuer à travailler beaucoup avec ce Covid encore. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à un autre sujet donc. Nous allons traiter de l'infection à papillomavirus puisque le virus est à l'ordre du jour et surtout de son histoire naturelle avec le cancer du col de l'utérus. Alors, bien sûr, le cancer du col en Algérie reste un problème de santé publique. Alors, je vous passe, avant de commencer la communication, un test d'évaluation, n'est-ce pas? Première question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai partagé les questions pour qu'ils puissent aussi répondre en même temps. Oui, mais c'est... Vous voulez que j'enlève ou vous voulez que je garde? C'est comme vous voulez. Non, c'est-à-dire si je dois lire, il faut enlever. Vous pouvez le déplacer aussi. Pardon? Je vous laisse alors lire, je l'enlève. Oui. Et à la fin, je le relance. Vous me dites quand est-ce qu'il faut que je relance. Alors, l'infection à papillomavirus type 16 et 18 ou autre type à haut risque est une raison nécessaire et suffisante pour faire un cancer du col. B, c'est une raison suffisante pour faire un cancer du col. C, c'est une raison nécessaire mais pas suffisante pour faire un cancer du col. Ça, c'est la première question. Vous avez une réponse juste. C'est bon, je passe à la deuxième question. Un test ADN HPV à haut risque est positif en mars 2020 chez une femme de 37 ans G2P2 qui a présenté un premier frottis normal en 2017, un deuxième frottis de haut grade en 2018,
la conduite à tenir serait expectative pendant 12 mois, en A. B, hystérectomie dans un bref délai. C, colposcopie dans un bref délai. Vous avez une seule réponse juste. Troisième question. Il existe de nombreux papillomavirus à tropisme génital chez la femme. Il y a près d'une quarantaine, dont 15 types sont potentiellement oncogènes, peuvent provoquer le cancer. Les types 6 et 11 sont retrouvés dans plus de 70% des cancers du col. B, les types 16 et 11 sont retrouvés dans près de 70% des cancers des cols. Réponse C, les types 16 et 18 sont retrouvés dans plus de 70% des cancers du col. Vous avez une réponse juste. Voilà, je viens de lancer le test, vous pouvez y répondre et on partagera la réponse juste après si vous permettez. Alors, vous me donnez le moment du départ pour reprendre. D'accord. Donc là, on laisse nos invités répondre. Parfait. C'est bon, Farid, les questions sont vous avez claires? les questions affichées à l'écran, une, deux, et après, il faut juste, avec votre souris, dérouler pour que vous puissiez voir la troisième question. Il faut cocher sur la ou les réponses justes, M. Boudrich, ou la une réponse juste? Une réponse juste. Une réponse juste pour Par chaque question. On est déjà à 40% de votants, hein. Oui. Donc on avance bien. C'est des questions moyennes. De toute façon, nous reverrons ça. De toute façon, les choses vont apparaître après dans le texte et j'espère que les gens vont intégrer. J'arrive pas à voter, Rachid. Hein? Je sais pas. En fait, j'ai pas ouvert le vote pour les panélistes, les orateurs. Ah, d'accord, ok. Désolé. Oui. Là, on est à presque 60% de votants. Vous me dites s'il faut arrêter ou si on attend que. Oui, c'est bon, allez, on y va. On arrête ou on continue? On arrête, je pense, on arrête. D'accord, ok. Donc, je partage le résultat. Voilà. Ça, c'est le résultat qu'on a. Monsieur Boudrich, si tu vois le résultat? Oui, je vois le résultat. La première, donc, c'est... Pour plus de 50%, ils pensent que c'est nécessaire, mais pas suffisant pour faire un cancer du col. Suffisante pour faire... Ah, ça, c'est la première question. Oui. Parfait. 55% question, ont raison, c'est pas mal. La deuxième question, vous avez tellement taraudé les esprits qu'il faut faire une colposcopie qu'ils ont compris qu'à 94%, il faut faire une colpo. 94% ont raison, c'est parfait. Je suis triste qu'il y ait des hystérectomies. Oui. C'est 4%, c'est beaucoup. Hein? Oui, 4% d'hystérectomie, c'est beaucoup. La troisième question, donc, c'est les types 16 et 18 sont retrouvés dans plus Alors, de je ne la vois pas. des cancers du col. Je ne la vois pas, elle est basse. Oui, parce qu'il faut dérouler. Voilà, mais je te donne les résultats. Donc, la troisième question, 93% ont répondu. Les types 16 et 18 sont retrouvés dans plus de 70% des cancers du col. Parfait. Voilà, donc Parfait. Tu peux continuer. Donc, nous entrons dans le vif du sujet. On va quelques petits éléments, même s'ils sont assez bien connus, de l'épidémiologie du cancer du col. Il était en deuxième place après le cancer du sein pendant longtemps. Et puis, bien sûr, le cancer du col a reculé. Il a reculé, le nombre de nouveaux cas a diminué et nous avons une tendance à un taux de moins de 1000 nouveaux cas en 2020, qui est très appréciable par rapport au chemin que nous avons fait.
Il était en deuxième position, ce cancer, et maintenant, il se place pratiquement en quatrième, cinquième position. Son incidence brute a diminué. Elle a diminué beaucoup à Alger. Elle est passée en dessous de 10. Malheureusement, l'âge moyen d'apparition, enfin, pas malheureusement, puisqu'il apparaît un peu tardivement par rapport aux autres pays, c'est 53 ans. J'allais dire malheureusement, le délai moyen de diagnostic reste encore très élevé, puisqu'il est au CPMC déjà, il est à un peu plus de 100 jours. Alors, le cancer du col, bien sûr, il est plus souvent diagnostiqué à des stades avancés. Selon les tranches d'âge connues, une survie moyenne à 5 ans, elle reste quand même à 43%. Donc, il nous reste encore du travail à faire malgré ces progrès. Alors, voilà des plaques que j'ai empruntées au professeur Hamouda de l'INSP, où vous voyez que le cancer du col en 2011 déjà est passé en quatrième position. En 2012, parce que l'exploitation malheureusement des études se fait un peu tardivement. Okay, et actuellement, nous sommes déjà évidemment en cinquième position. Vous avez vu que le cancer du col et le cancer de l'ovaire sont en train de se rejoindre. Ce n'est pas parce que l'ovaire augmente, c'est parce que le col diminue réellement. Et quand on a fait un travail d'évaluation globale, nous avons démontré que la participation au dépistage des libéraux ont fait avancer beaucoup cette pathologie, qui est presque à son meilleur niveau depuis l'indépendance. Alors, la prévalence et la distribution des types HPV oncogènes en Algérie est bien connue. Pour un pays de notre niveau, nous pensons avoir fait des études parmi les plus complètes qui sont publiées régulièrement. Vous avez cette plaque-là qui vous montre une étude 4 témoins qui a été faite en 2004, une autre étude qui a été faite en 2005, qui sont publiées sur des grandes revues internationales. Une grande étude transversale a été faite aussi, elle est publiée sur Lancet en 2010. Et puis une autre étude qui traite des types à haut risque identifiés en Algérie, c'est une autre étude transversale qui a été publiée sur l'International Journal en 2010, et une étude de prévalence de l'infection chez les femmes à cytologie normale qui a été faite en 2011. C'est vous dire que l'équipe qui est très soudée, qui s'occupe un peu de ce travail, n'a pas dormi. Il y a eu pas mal de travaux sous la direction en matière d'épidémiologie du professeur Hamouda. En clinique, c'est un peu notre unité. Et l'Institut Pasteur avec le professeur Bougelmouh, et en pathologie, Madame Mouhadef ont été d'un très grand apport. Donc, les principales conclusions qu'on peut tirer de ces études est que le HPV 16 et 18 sont largement prédominants en Algérie, d'où la réponse 3. Ils sont associés à plus de 79% des cancers du col utérin, pas 70 seulement. La contribution des autres types intervient pour au moins 20% des cas. Les autres types associés, c'est important à savoir parce que quand on parlera de vaccination, en particulier les derniers vaccins, je parle du nano-vaccin, le Gardasil 9, eh bien, nous avons par ordre décroissant donc le 31, 45, le 36, le 57, le 52, qui, vous allez voir, pour la plupart sont pris en charge par ces vaccinations si on venait à les avoir. Alors, il y a une étude que je signale quand même parce qu'elle est récente en 2014. Elle a étudié les anticorps et elles sont rares les études qui étudient les anticorps sur 307 cas et 327 témoins qui ont été donc prises par une revue internationale. C'est la première étude cas témoin qui démontre la présence d'anticorps pour un large éventail d'HPV à haut risque associé au cancer invasif. Bon, ce n'était pas approuvé, mais c'est la première étude faite en Algérie. Nous avons encore des sérums à l'Institut Pasteur que, faute de produits, nous n'arrivons pas à exploiter. Alors, je vous rappelle un peu l'historique de ce cancer du col, qui reste encore un problème de santé publique mondiale. Avant, au siècle dernier, à l'histologie, les carcinomes infiltrants, c'est tout ce qu'on connaissait. Et puis, on constate des lésions tumorales sans rupture de la membrane basale et la nouvelle entité que vous connaissez maintenant, qui est le carcinome in situ, qui va être le précurseur du cancer infiltrant. À cette époque, ce n'était pas évident.
Puis, bien sûr, les lésions infracliniques, les lésions précancéreuses du cancer du col viennent prendre le relais. L'histoire du cancer du col va se confondre, vous allez voir, intimement avec les classifications. On parle de Papa Nicolaou. Fort heureusement, désormais, chez nous, on n'en parle plus. La classification de Reagan reste quand même encore très utilisée. Les dysplasies légères, modérées, sévères. Et bien sûr, la classification de Richard qui met en évidence le continuum de ces lésions, 1, 2 et 3. D'ailleurs, dans le congrès de Boston en 1987, Richard a mis un terme à cette discussion. Pourquoi? Parce qu'il avait imposé pratiquement les termes de lésions de bas grade et de haut grade qui sont repris définitivement par la classification de Bethesda et qui sont utilisés partout. Et bien sûr, Bethesda a pu, par les critères de qualité aussi, apporter d'autres éléments, à savoir les ASC, qui ont été plus précisés en ASCUS et en ASCRIBE. L'OMS a encouragé à utiliser de façon associée le test ADN-HPV. Bien sûr, ce test pour le bas risque a été abandonné. Donc, quand on fait un test ADN-HPV, on n'évalue que le haut risque. Quand vous êtes négatif, vous pouvez avoir du bas risque. Les classifications des virus sont les suivantes. Il y a à peu près 200 types de papillomavirus qui ont été identifiés, dont 100 caractérisant l'homme, 40, comme je le disais, à tropisme génital, dont 15 sont potentiellement oncogéniques. Je dis potentiellement parce qu'ils ne suffisent pas. Il faut d'autres cofacteurs pour y arriver. Et bien sûr, ce sont le 16, le 18, le 31, le 33 et le 45 qui, à eux seuls, sont présents dans 80% des cancers du col. Quant au CES18, ils sont dans toutes les séries mondiales supérieures à 70%, comme je vous le disais dans le quiz. Alors, je ne vais pas vous agacer beaucoup avec la structure du HPV, mais c'est toujours bon d'avoir une idée. Vous avez vu sur votre droite ce cercle, ce qu'on appelle la forme circulaire ou la forme épisomale. Ça, c'est quand le virus, il est extranucléaire. Et c'est pour ça que très souvent, il est quiescent, il n'est pas intégré au génome, au chromosome, donc il ne s'exprime pas. Il attend des meilleurs moments. Par contre, quand il est en forme intégrée linéaire que vous voyez ici, il se met dans l'ADN et il se multiplie avec. Et nous avons des protéines majeures de capsides, la L1 et la L2, qui sont à l'origine des vaccins. Et puis nous avons surtout, il faut retenir les oncoprotéines précoces, la E6 et la E7, puisque la E7, elle s'occupe de quoi? Elle a un pouvoir hyperplasiant de prolifération grâce à la protéine du rétinoblastome. Eh bien, quand ce rétinoblastome est lésé par l'agression virale, il n'y a plus de frein, c'est-à-dire n'importe quel organe peut fabriquer des cellules de façon indéfinie. Et bien, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de prolifération. Et bien sûr, le pouvoir transformant, c'est la protéine PCK3 qui est le gardien du génome humain. Quand il y a une cellule qui est anormale, la protéine PCK3 va la suicider. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et si la protéine PCK3 est inhibée ou détruite par le virus, et c'est son objectif principal, eh bien même les cellules tordues, les cellules mal formées, les cellules malades vont proliférer. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de transformant, c'est ce qu'on appelle l'immortalisation cellulaire et donc la cancérisation. Alors, le risque de l'infection HPV est très important. Près de 80% des femmes vont l'acquérir durant leur vie. Le risque d'infection potentiellement oncogène est élevé après le premier rapport sexuel. Et ce risque continue tout le long de la vie d'une femme tant qu'elle est sexuellement active. C'est pour ça que des auteurs, en particulier Xavier Bosch, dit c'est le baromètre de l'activité sexuelle. Ce risque cumulé d'acquisition d'une infection cervicale chez une femme ayant un seul partenaire est très importante. Elle est supérieure à 40% pendant 3 ans après le premier rapport sexuel. C'est vous dire que une fois qu'on a contracté cette infection, généralement quand elle n'est pas partie avant 30 ans, nous allons voir tout à l'heure ce qu'on appelle la clearance virale, la femme se nettoie de ce virus parce qu'elle est jeune, et bien quand l'infection devient persistante, eh bien elle risque d'entraîner des lésions.
Alors 80% de ces infections sont là, 75% seront asymptomatiques parce qu'il n'y a pas de signes cliniques en dehors pratiquement de la cytologie, en dehors sur les virus abariques, le 6L11 en particulier, des virus génitales, des condylomes exophytiques, on n'a pas beaucoup de symptômes. Alors, donc, dans cette histoire naturelle, la plupart des infections HPV sont passagères. Elles regressent naturellement, en particulier avant 30 ans. Certaines infections, cependant, vont être persistantes. Pour l'instant, on n'a aucun moyen de prédire si l'infection va persister ou pas. Nous n'avons aucun marqueur. La régression naturelle est faite grâce à la clearance virale. La clearance virale donc permet de nettoyer la femme de cette infection. Vous voyez ici sur ces graphes d'Eduardo Franco, le grand schéma concerne tous les virus. Vous avez vu qu'au bout du 24e mois, pratiquement, la clearance virale sera parfaite puisque la courbe devient pratiquement parallèle. Alors que pour les virus à haut risque, vous avez vu la chute est brutale. Et à partir du 24e mois, elle est vraiment horizontale. Ça veut dire que quand la clearance virale se fait, elle se fait bien. Et généralement, au bout de la 2e année, on peut dire qu'il n'y a pas de persistance. Voilà représenté sur ce schéma ce qui se passe pendant la première année. Donc, la première année, l'infection est locale. Pardon. L'infection est locale. L'infection initiale à papillomavirus soit va donner des lésions de bas grade, soit alors elle se nettoie. C'est la clearance de l'infection à papillomavirus. Et vous avez vu qu'elle va finir par disparaître. Les lésions de bas grade sont donc par conséquent réversibles. Elles peuvent disparaître. 85% de ces lésions de bas grade vont guérir spontanément au bout de la première année. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de s'affoler quand on a une infection de bas grade à un frottis. Nous avons le droit de le refaire à 6 mois, mais si on temporise à 12 mois, il n'y a pas le feu. Alors, la clearance virale étant ce qu'elle est, seulement une petite fraction des femmes infectées va développer le cancer. Car l'infection HPV à haut risque est devenue persistante. La persistance virale est une condition sine qua non. On peut avoir un virus à haut risque, comme le 16 et le 18, mais si la clearance virale le nettoie, il n'y a aucun problème. Il faudrait que ce virus persiste pendant longtemps. La persistance virale, c'est quoi? Il y a eu plusieurs propositions. Eh bien, la plupart des chercheurs se sont arrangés pour garder 2 essais HPV positifs pour parler de la persistance. Bien sûr, par extension, les indicateurs de ce virus, tant en cytologie, tant en histologie, sont parfois utilisés pour parler de persistance virale. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Si vous avez un frottis qui vous parle de HPV pendant 2 ans, vous pouvez parler de persistance virale. Mais bien sûr, maintenant, nous avons les outils, les moyens. Le test ADN HPV à haut risque a une valeur prédictive négative qui approche 100%. Ça vaut le coup donc de le faire. Et si la femme est positive, et elle est vraiment positive, si elle est négative, il n'y a aucun risque de se tromper puisque c'est un test très fiable. Donc, au cours de l'année, en résumé, nous avons dit 80% des femmes vont faire cette infection, 30% dans la première année qui suit les rapports sexuels, la majorité vont éliminer pendant 2 ans, mais quand l'HPV persiste, il peut générer des états précancéreux, des lésions précancéreuses, qui peuvent évoluer si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées jusqu'au cancer. Voilà cet algorithme qui résume grossièrement ce que nous avons dit. Alors, dans la branche qui est à votre gauche, nous avons les 16, le 18, le 31, le 33 et le 45 qui sont des HPV à haut risque. Et de l'autre côté, pratiquement le 6 et le 11 et bien d'autres. Et regardez, le 6 et le 11 vont donner des verrues génitales qui vont regresser d'elles-mêmes ou alors elles sont traitées. Alors le problème, c'est que ces verrues entraînent des psychoses. Et si chez un jeune couple, ça reste 6 mois, c'est une catastrophe. Donc, ils s'excitent et les traitements, malheureusement, ne sont pas toujours bien menés ou pas toujours disponibles. Par contre, pour les hauts risques, l'infection persistante finit par donner
une lésion de bas grade, une CN1, qui peut regresser, mais une fois qu'elle passe en CN2, CN3, elle risque d'aller inéluctablement vers le cancer du col. Alors, nous reprenons notre ancien schéma. Nous avions dit la première année, c'est une infection locale. Jusqu'à 5 ans, vous avez vu, l'infection va devenir persistante. Elle va passer au haut grade et elle va donner un cancer cervical. Et nous sommes sur 5 à 10 ans. C'est pour dire que ça met du temps. La lésion de bas grade, quant à elle, elle peut regresser comme elle va regresser avec la clairance virale. Mais si nous avons une infection persistante, nous avons malheureusement 43% et 32% de CN2, de CN3. Cette série est l'une des plus vieilles séries mondiales. Elle appartient à Ostor, un Australien, qui n'a jamais été démontré parce qu'on reste pratiquement sur ces chiffres. Alors, voilà à peu près ce que ça donne, la progression de la carcinogénèse. Nous avons au début un col normal qui va s'infecter par ce coupable, le virus. Infection cervicale qui peut donner une lésion de bas grade qui peut regresser avec la clairance virale. Et puis, bien sûr, si l'infection devient persistante, nous avons des lésions précancéreuses. Ces lésions précancéreuses vont évoluer progressivement. Elles vont malheureusement aller inéluctablement vers le cancer. Alors, le cancer du col, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais il faut savoir que ces virus oncogènes peuvent entraîner d'autres lésions. Alors, en particulier, en ce qui nous concerne, on s'intéresse beaucoup maintenant à la marge anale. Les gens qui feront de la colposcopie seront malheureusement obligés de faire des anuscopies parce que le cancer anal reste très important. Vous avez vu 70%, pratiquement comme le cancer cervical. Et puis, bien sûr, il y a d'autres secteurs qui sont touchés par ce virus. C'est pourquoi ça vaut le coup, effectivement, d'en faire le diagnostic et de le traiter. Alors, ce tableau que vous voyez là, que j'ai emprunté à Jennifer Smith, une américaine de la Caroline du Nord, regardez, elle vous donne à peu près des pourcentages sur tous les continents. Le 16 et le 18 est pour le monde entier autour de 70% des cancers. En Afrique, le 16 et le 18 est à 72%. En Asie, il est à 67% seulement. En Europe, il est à 74%. Et vous avez vu en Amérique du Nord, il est à 76%. C'est pourquoi les vaccins, en particulier le Cervarix, qui s'occupe du 16 et du 18, sont faits en priorité. Alors, il y a une étude française, qu'on appelle l'étude EDIT, qui a montré que le 16 et le 18, à eux deux déjà, à eux seuls, arrivent à faire pratiquement 82%. Vous avez vu le 16, il est seul en France à 72%. Alors ici, sur ce schéma-là, nous avons vu que la progression des types 16 en noir est presque une fonction affine, voire même, et puis le 18, quand il est présent aussi, évolue de façon spectaculaire, alors que le 6 et le 11 sont toujours parallèles à l'axe. Voilà à peu près ce que fait cette infection. Cette infection, donc, nous avons devant nous ici un épithélium alimenteux pluristratifié non kératinisé avec les différentes couches superficielles, intermédiaires, basales et parabasales et basales, et nous avons la membrane basale en bas. Il y a le virus qui va rentrer, il va se mettre en contact avec l'épithélium et il va pénétrer dans l'épaisseur, regardez, il pénètre dans l'épaisseur et il arrive au niveau des cellules basales. Grâce aux oncoprotéines E1 et E2, la réplication va se faire et il va contaminer les cellules que vous voyez ici. Ensuite, bien sûr, voilà, contamination. Et ensuite, l'ADN viral qui est épisomal va rentrer dans le noyau cellulaire, il va devenir sous forme intégrée et il va se multiplier avec le chromosome. Et regardez, la réplication virale va surtout entraîner l'animation des oncoprotéines E6 et E7. Rappelez-vous, la protéine qui inhibe le rétinoblastome, qui a un pouvoir de prolifération, et celle qui inhibe la protéine PC53, qui donne un pouvoir transformant de cancérisation. Et donc,
une fois que les cellules superficielles sont infectées, elles se détachent et ça reste des cellules vivantes, donc infectantes et très contagieuses. Il n'y a pas de mort cellulaire. Donc les cellules superficielles seront bourrées de virions et puis elles vont donc être contaminantes. Voilà le schéma en gros sur une abrasion du col, parce que la pénétration se fait soit dans la zone de jonction, soit sur une abrasion. Le HPV va infecter les cellules épithéliales et exploiter le cycle cellulaire pour se développer. Le HPV est localisé dans les cellules épithéliales, donc il est peu exposé au système immunitaire. Pourquoi? Parce que les vaisseaux sanguins sont très loin. Le HPV est exposé au système immunitaire si effectivement les cellules basales sont très infectées, on peut avoir production d'anticorps. Et si on n'a pas de production d'anticorps, et il y en a malheureusement très peu, donc même quand on fait une infection, la primo-infection ne produit pas beaucoup d'anticorps neutralisants. Ça veut dire que vous pouvez refaire une autre infection. Pourquoi? Parce que les taux d'anticorps neutralisants sont très très faibles. Regardez un peu ce qui se passe. Voilà l'abrasion. Il y a une pénétration. Ça, c'est un schéma que j'ai emprunté à Stanley elle-même. C'est elle-même qui me l'a donné. Infection locale. L'infection de l'épithélium se fait à travers des micro-abrasions. Donc, il n'y a pas de virémie puisqu'il n'y a pas de contact avec le sang. Il pénètre dans les cellules basales et intègre l'ADN des cellules hôtes. Comme ça, il peut utiliser le cycle cellulaire. Il se réplique et reste essentiellement, entièrement intraépithélial. Donc, il y a une immunosuppression locale, en particulier au niveau des cellules de Langerhans. Il y a effectivement une réaction immunitaire, mais ce n'est pas une immunité sanguine qui est puissante. Il utilise donc ce virus utilise le cycle naturel des cellules pour fabriquer les nouveaux virus. Il n'y a pas de mort cellulaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'inflammation, pas d'attraction de cellules immunitaires. C'est pour ça que la primo-infection reste quand même très, très élevée. Regardez dans ce schéma où les anticorps HPV systémiques, parce que nous avons ici des vaisseaux sanguins, et nous avons un contact direct du virus oncogène avec la circulation, alors nous aurons des niveaux élevés d'anticorps cervicaux qui seront les résultats donc des anticorps dans le sérum. Les titres exacts d'anticorps exigés pour la prophylaxie ne sont malheureusement pas connus. Ils restent inconnus. C'est pour ça que les vaccins qui ont été proposés produisent 80 à 100 fois plus que la primo-infection. Et nous nous sommes rendus compte, au début on pensait que ça n'allait pas tenir, et voilà que nous sommes bien plus loin des 10 ans qu'on avait espéré. C'est pour ça que la production des anticorps neutralisants au niveau des vaccins reste très élevée et ils sont nécessaires parce que la primo-infection n'est pas importante. La persistance virale et les progressions de la maladie, voilà illustré ici. Regardez, je vous ai illustré l'épithélium. À votre gauche, il y a un épithélium normal qui s'infecte. Quand l'installation des lésions se fait, elle se fait sur le tiers inférieur et ça donne une CN1. Voilà que les deux tiers vont être pris par les altérations et nous aurons une CN2. Et regardez, la totalité de l'épithélium va être touchée. Et puis nous avons une coulée ici qui va donner donc un carcinome in situ, voire un micro-invasif. Et regardez, en termes de temps, nous avons donc jusqu'à l'infection de bas grade, à la lésion de bas grade, on parle de mois. Mais pour parler des infections de haut grade à partir de la CN2, on parle d'années. Pourquoi? Parce que cette évolution est progressive, elle ne va pas vite, heureusement pour nous. Elle nous donne le temps de la dépister et de la traiter. Alors, sur le plan épidémiologique, sur le plan de la population, quand vous avez une population que vous voyez sur votre gauche, qui est normale, l'infection virale peut se faire sur 300 millions de femmes infectées que vous voyez ici. C'est 30 millions vont faire une lésion de bas grade. Parmi ces lésions de bas grade, il y aura des lésions cervicales, mais il y aura aussi des condylomes acuminés. Mais par contre, il n'y aura que 10 millions qui iront vers des lésions de haut grade, et sur ces 10 millions, il n'y aura que 1 demi-million 500 000 qui vont faire
un cancer du col. C'est vous dire que, effectivement, nous avons beaucoup de femmes qui s'infectent, mais grâce à la clearance virale, donc le nombre d'infections persistantes n'est pas très élevé, et c'est pour ça que, malgré le nombre effarant de femmes qui s'infectent, nous avons un nombre de cancers, on ne peut pas dire qu'il est banal, mais qui aurait pu être plus important. Voilà représenté ici sur cette pyramide ce que je vous ai dit. Nous avons ici donc 300 millions de femmes HPV positifs avec cytologie normale, tenez-vous bien. Nous aurons 30 millions de condylomes, 30 millions de lésions de bas grade, qui vont donner 10 millions de lésions de haut grade et qui arriveront seulement à 600 000 cancers. Donc l'histoire naturelle nous dit que l'infection se fait par la zone de jonction, par une microabrasion. La clearance va faire que cette infection sera passagère. Malheureusement, certains virus vont persister et ils vont alors donner des cancers du col. Le HPV à haut risque est un facteur nécessaire, mais il n'est pas suffisant parce que beaucoup de femmes, nous l'avons vu, 300 millions, font l'infection, mais très peu font le cancer parce qu'elles n'ont pas les cofacteurs qui sont aussi nécessaires. Donc, l'infection à HPV à haut risque, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Donc, les cofacteurs sont très importants, ils jouent un rôle dans la transition vers les lésions. Alors, ces cofacteurs, ils sont de 3 types. Je m'excuse. Ces cofacteurs sont de 3 types. Ils sont viraux, ils sont liés à l'hôte, ils sont liés à l'environnement. Liés au virus, nous avons vu ensemble que le type viral était très important. Le 16, nous avons vu dans l'étude E10, à lui seul, il fait 72%. Quand les HPV sont multiples, nous avons plus de cancer. La charge virale, quand elle est très élevée. La charge virale, c'est en fait les proportions de virus qu'il y a par rapport au corps. Ça nous rappelle, en tant qu'obstétricien, vous vous rappelez de la charge pondérale des anticorps dans les isoimmunisations rhésus. C'est un peu ça. La charge virale, quand elle est très élevée, vous êtes très contagieux et l'action des HPV à haut risque devient importante. Et puis l'intégration virale. Quand le virus n'est pas épisomal, donc quiescent, il intègre l'ADN et il se multiplie. Maintenant, l'hôte. Si nous avons quelqu'un qui a un système immunitaire bon, eh bien, malgré les infections qu'il a, eh bien, il ne fera pas de cancer, il se défendra. Ça, la preuve est faite grâce, malheureusement, aux gens qui ont le HIV. Dans toutes les séries, j'ai travaillé beaucoup avec la série de Mergui de l'hôpital Tenant, eh bien, les gens qui ont le HIV ne respectent pas les protocoles. L'infection, elle est accélérée. Vous pouvez faire un cancer en 3 ans si vous n'avez pas d'immunité. Donc, les gens qui ont un déficit immunitaire font plus vite les cancers, ils les font de façon plus redoutable. De la même façon pour l'HLA. Alors, bien sûr, ça dépend aussi de la protéine PC-CON3. Cette protéine PC-CON3, c'est le gardien du génome. Quand elle est lésée, elle est détruite, eh bien, le génome n'est plus gardé, il n'y a plus d'apoptose, la cancérisation est très facile. Et puis, il y a la susceptibilité génétique. Ça, ce n'est pas nouveau. On sait que grâce aux cancers de la peau qui sont entraînés dans la morphodysplasie viruciforme, il y a une très belle thèse algérienne qui a publié 14 cas, c'est la plus grande série mondiale, c'est la thèse du professeur Bouadjar, qui fait la une mondiale à chaque fois que vous allez ailleurs, on vous parle de cette série, qui a montré effectivement qu'il y a une susceptibilité génétique. Ça veut dire que ça n'arrive qu'à certaines personnes qui ont un génome particulier. Et puis, l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est la parité. Alors, la parité, nous avons un problème. Plus on est multipare, plus les déchirures du col et les abrasions, c'est important. Et puis, la zone de jonction devient externe. Surtout quand on associe la contraception locale, qui fait que, effectivement, la zone de jonction s'extériorise. Nous avons montré aussi que le tabac
est un facteur déterminant. On a trouvé au niveau des cellules de Langerhans, justement, pour l'immunité locale, des traces de nicotine. Et il y a une étude que je vais vous montrer qui l'a prouvé. Et puis d'autres infections sexuellement transmissibles. J'ai parlé du HIV, mais d'autres, comme l'infection trachomoniasis et l'herpès viral, eh bien, ils sont favorables dans une étude faite au niveau de l'Institut Pasteur par le docteur Ben Yacoub, qui est actuellement en Suisse. Il a montré effectivement que l'association avec le HSV2 était trouvée dans plus de 13% des cas. Bien sûr, l'inflammation cervicale. Nous avons prouvé dans une série que nous avons publiée il y a plus de 15 ans que les cols inflammatoires étaient plus candidats aux lésions précancéreuses que les autres. Et bien sûr, il y a d'autres, le régime, l'hygiène de vie, les diéthylsylbestrol et pas mal de facteurs environnementaux. Actuellement, on pensait que les hormones, le cancer du col n'était pas hormonodépendant, il n'est toujours pas, mais on sait qu'une contraception qui a été faite, qui a été prise pendant plus de 8 ans, voire 10 ans, va donner un col qui est effectivement différent sur le plan de la défense par rapport aux autres cols. Donc, ça devient un facteur de risque important. Pardon. Alors, l'influence donc de ces cofacteurs, la contraception orale, regardez ce que ça vous donne. Il y a un entretien de la zone de jonction à l'extérieur, les microabrasions, les changements hormonaux, les mécanismes traumatiques, les changements immunologiques. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là, la grossesse altère. Vous avez vu sur le plan de l'immunité, très souvent elle est altérée, la femme est affaiblie, ces mécanismes vont encourager effectivement la gravité de l'infection. La contraception orale, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut stimuler la transcription des oncoprotéines E6 et E7, c'est-à-dire donc inhibition, voire altération du rétinoblastome et de la protéine PC-CON3. Elle peut favoriser l'intégration de l'HPV dans le génome. Il va devenir linéaire, il va se multiplier avec les chromosomes. L'HPV peut aussi interagir avec les œstrogènes. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir de prolifération, la multiplication cellulaire. Il peut aussi faciliter la réactivation de l'HPV ou de la résistance ou de la persistance HPV préexistante. Donc la contraception orale, quand on a une contraception qui dure plus de 8 ans, c'est pas mauvais de l'interrompre sans courir le risque de faire des grossesses inutiles. Passer une autre contraception, ça ne fera pas de mal quand on a des problèmes au niveau du col. Alors, pour la cigarette, nous avons retrouvé effectivement une étude en 1997 d'un Polonais a retrouvé le N-nitrosamide spécifique de la nicotine. Il y a eu aussi une étude de Johnson en 1996 qui a démontré qu'il y a une dysrégulation cellulaire due à la cigarette. Alors, quand on associe, un peu comme dans l'hypertension artérielle, quand on associe la cigarette, les œstrogènes et les infections, ça risque d'aller très mal. Voilà l'histoire naturelle du cancer du col sur ce schéma qui résume tout. Nous avons ici sur la gauche un col strictement normal, absence d'infection à HPV, avec une zone de jonction bien visible. L'infection initiale d'HPV va entraîner une clearance virale, comme on l'a dit. S'il y a une CIN à une lésion de bas grade qui s'est formée, elle peut aussi regresser. Mais s'il y a une persistance virale, elle risque d'aller vers des lésions de haut grade, puis vers un carcinome. Et regardez en matière d'années, donc ici on parle de mois, ici on parle d'années, et ici on est supérieur à 10-15 ans. Et regardez en matière de prévention, puisque ce sont les outils qui nous restent, la première prévention désormais, c'est la prévention par la vaccination. Elle doit se faire avant toute infection initiale, donc chez les petites filles. C'est-à-dire, d'ailleurs, je profite pour dire que le Gardasil, qui était un tétravalent qui s'occupait du 16, 18, du 6 et du 11, est remplacé par le nanovalent qui a 9 types.
eh bien, il répond pratiquement aux mêmes critères, mais quand on a commencé un cycle de vaccination avec les premiers, on continue avec les premiers. Sinon, on préfère passer au deuxième, puisque nous avons 9 types. Donc, la vaccination. Sinon, une fois que les infections sont installées, les lésions sont là, l'infection persistante peut être rattrapée par les frottis. Les frottis peut diagnostiquer soit une CIN1, alors on n'a pas à s'inquiéter, il faut la surveiller. Mais si, comme dans le quiz que je vous ai fait, il y a une lésion de haut grade, alors la colposcopie est nécessaire pour voir l'étendue des premières lésions, comme c'est le cas ici. Nous avons une lésion de haut grade, une CIN2, sur la lèvre inférieure, et le frottis et la biopsie sous colposcopie permettent d'en faire le diagnostic et d'en faire le traitement de façon radicale. Je vous remercie de votre attention. Voilà, nous avons terminé. Merci. Nous pouvons donc repasser, si vous voulez, les quiz. Je ne sais pas, Abdounour, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Vas-y, vas-y. On repasse les quiz pour voir ce qui se passe après le texte. C'est le même... Non, pardon. Donc, c'est le même quiz, quoi. Rappelez-vous, infection HPV, HR 16-18 ou autre à haut risque. Elle est nécessaire pour faire un cancer du col. Elle est suffisante pour faire un cancer du col. Ou alors, elle est nécessaire, mais pas suffisante pour faire un cancer du col. Tu me dis quand je dois avancer, Abdounour. Tu peux donner donc. Oui, ils connaissent les questions. Oui. Alors, Alors, la deuxième. Donc, test ADN HPV positif en mars 2020 chez une femme de 37 ans, pas de 27 ans. 37 ans, j'avais mis ici, c'est une erreur. G2, P2, présentant un premier frottis normal en 2017, un deuxième frottis de haut grade en 2018, la conduite à tenir expectative pendant 12 mois, ou alors hystérectomie dans un bref délai, ou colposcopie dans un bref délai. La troisième question. Il existe de nombreux HPV à tropisme génital, on a montré une quarantaine, dont 15 potentiellement oncogéniques. Les types 6 et 11 sont retrouvés dans plus de 70% des cancers du col, 6 et 11. Les types 16 et 11 sont retrouvés dans plus de cancers du col. Les types 16 et 18 sont retrouvés dans plus de 70% des cancers du col. Voilà, l'antenne est à vous. Alors, on refait le sondage rapide pour voir si ça a été corrigé ou pas par rapport au questionnaire, au premier questionnaire. On va faire rapidement. Très bien. Rachid, on fait quoi là? Là, il est évalué l'évolution des réponses. Donc, normalement, il refait défiler le sondage. Bon, on peut poser une question, André? J'écoute. Alors, d'utilisation, on fait le test HPV pour savoir la persistance. Pardon? Je n'ai pas entendu. Hein. Pour savoir la persistance virale, à quel rythme on doit faire les tests? À quel rythme on doit faire le test HPV pour? Si le virus est encore présent. Mais on s'en fout que le virus soit présent. Pourquoi? Parce qu'à partir de 30 ans, c'est-à-dire avant 30 ans, le virus est éliminé. Mais si le virus est là, ce n'est pas le virus qui nous gêne lui-même, parce qu'on ne peut rien y faire. Ce que l'on peut faire quand il y a le virus,
c'est de faire des frottis pour montrer que les lésions ne s'installent pas. Parce que nous avons dit que le virus tout seul sont les cofacteurs, il ne peut rien faire. Le virus seul, il n'est pas suffisant pour faire un cancer du col. Il faut qu'il soit associé aux cofacteurs qu'on a montrés. Les cofacteurs liés au virus, les cofacteurs liés à l'hôte, les cofacteurs liés à l'environnement. Il faut quelques cofacteurs pour que le virus se fasse. Donc, le test ADN-HPV ne se fait pas, il a des indications. Ça veut dire que quand il y a, si vous voulez, une persistance d'un frottis qui reste anormal en longueur, hein, on peut effectivement demander un test ADN-HPV. Et si nous avons le test ADN-HPV, j'ai dit qu'il a une valeur prédictive négative de près de 100%. Ça veut dire que quand il dit qu'il n'y a pas de virus, il se trompe très peu, pas du tout. Donc, on peut le faire. Et si on veut en refaire un autre comme modèle de surveillance, il faut le refaire tous les 5 ans. Oui. Et maintenant, quand on trouve un HPV non oncogène, il n'y a plus rien à faire. Ça, on ne peut pas trouver un HPV non oncogène parce que les tests ne vous répondent pas, ils vous répondront négatif. S'il n'y a pas de virus oncogène, le test vous répond négatif, sauf si vous faites ce qu'on appelle un typage. C'est ridicule, ça coûte très cher, ça ne se fait plus que dans le cadre de la recherche. Mais bien sûr, on peut avoir des lésions virales de virus non oncogènes, les condylomes, les verrues génitales. Là, vous faites un virus effectivement non oncogène. Et ça, c'est le traitement des lésions. Le traitement des lésions peut se faire par des méthodes destructives, chimiques, physiques. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, Farid, on fait tu passes ta communication, on continue les questions. D'accord, ok. Donc, déjà, on pose les questions là pour ma présentation. Et donc, vas-y. oui, oui, c'est bon. Donc, on fait la communication de Farid et après, on reprendra les questions pour les deux présentations. Parfait. Et excellente présentation. Normalement, il n'y a rien à dire après ta présentation. C'était particulièrement clair et complet. Tu m'aimes trop.